Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation, le débrief plutôt, du Trofeo Cés Salines aujourd'hui. Ça a été une belle course, un beau sprint. On reviendra un petit peu sur le déroulé du sprint et puis sur les tops et les flops comme d'habitude. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment en ce moment des compétitions en Espagne du côté du cyclisme et le biathlon avec les championnats du monde. Et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et le petit pouce bleu. On commence tout de suite avec cette épreuve du Trofeo Cés Salines qui s'est déroulée sur un rythme très rapide. On a 46 254 de moyenne en début de saison, c'est quand même énorme. On a fini avec un quart d'heure d'avance, grosso modo, sur l'horaire qui était prévu. En fait, ce qui était prévu à chaque fois pendant toute la semaine, c'est des arrivées à 16h. 16h, 16h10, on va dire. Là, on est arrivé à 15h45. C'est-à-dire qu'à la télévision, il y a eu 30 km de course qui ont été diffusés et ça a vraiment roulé sur un très très gros rythme sur le plat. En début de journée, on a beau avoir une échappée de 4 qui a été reprise quand même assez tard. Les deux derniers concurrents de cette échappée de 4, donc il y avait Victor Vercouilly, il y avait Ricardo Luca de la Bardiani, ont été repris assez tard, et puis Ethan Crane et Edgar Curto, eux, avaient été repris un petit peu avant. Les deux derniers de l'échappée ont été repris à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis ensuite, ça a été un sprint assez nerveux dans son approche. C'est-à-dire qu'aucune équipe n'arrivait vraiment à faire la différence. Il n'y avait pas 2-3 trains qui étaient bien alignés. Non, c'était vraiment la guerre dès 10 km de l'arrivée, avec beaucoup d'équipes qui étaient à l'avant. Des trains avaient du mal véritablement à se former. On a vu un moment la Quick Step ou NoX. Par exemple, qui était formé, mais 500 mètres après, tu avais Lidl, le team réserve de Lidl Trek. Ensuite, tu avais parfois deux éléments du AE. Tu avais un moment même Arkea qui était devant. C'était vraiment pas très clair au niveau de quelles équipes pouvaient se mettre devant. Et puis après, il y a eu à 2 km de l'arrivée, je dirais un gros mouvement dans le peloton. C'est-à-dire que ça a vraiment bougé à ce moment-là. La plupart des coureurs sont passés de la droite vers la gauche de la route. Et c'est à ce moment-là que pas mal de coureurs à 2 km de l'arrivée ont perdu leur possibilité d'aller chercher la gagne. Parce que cette arrivée de coureurs qui a fait vraiment mal, notamment je pense à Arnaud Démare, mais je pense aussi à Intermarché. À un moment on voyait bien le train d'Intermarché, après il a disparu, on voyait bien le train d'UNOX, il a complètement disparu, et après derrière c'est un petit peu la bagarre, le bazar, et ensuite il fallait être placé à 400 mètres de l'arrivée à peu près, où il y avait un virage sur la gauche, et sur la gauche plutôt, et si tu n'étais pas bien placé, je dirais, dans les 5 premiers coureurs, tu savais qu'ensuite ça allait être compliqué, parce que c'était un sprint en faux plat montant, et il fallait vraiment être dans les 5 premiers aujourd'hui pour s'imposer. Et c'est là où la Quick-Step a fait un beau boulot, déjà avec Lampard pour bien protéger Lamperti et Magnier, et puis ensuite Lamperti qui a fait un super boulot pour se placer en tête devant Magnier. Magnier, lui, a bien résisté également aux différents adversaires. Et à ce moment-là, quand il a fait son sprint, il était vraiment le plus fort. Et donc victoire aujourd'hui de Paul Magnier, avec une bagarre où c'était très tendu, et c'était très tendu dans le dernier virage également, notamment entre Vandenberg et le coureur de la Bardiani qui était Colnaghi, où ça a été assez chaud, avec un Vandenberg qui s'était imposé l'année dernière, et je crois me rappeler qu'il avait réussi à faire la différence dans un virage. Je crois Vandenberg, et là ça a été plus compliqué pour lui. Le virage sur la gauche, il s'est retrouvé à l'extérieur parce que Colnaghi a bien pris l'intérieur à ce moment-là, et c'était fini pour lui. Et puis pour tous les autres, le placement était trop compliqué pour aller chercher la gagne. Eh bien, je crois qu'on a fait un petit peu bien le débrief de cette première partie de sprint. On regarde tout de suite les coureurs au top.
Ah, attaque de Marlou! Premier coureur au top, c'est pas une surprise, vainqueur du jour, Paul Magnier. Très bon sprint de Paul Magnier. Cette victoire, elle est importante déjà parce que c'est sa première victoire chez les professionnels. Première victoire chez Quick-Step, et on sait que avec Lamparty, ça fait partie des gros choix cette année de la Soudal Quick-Step d'avoir pris des mecs de chez Trinity, parce que c'était pas forcément leur habitude. Ils ont pris beaucoup de jeunes, du fait est aussi qu'ils ont eu un recrutement très tardif à cause du projet de fusion. Mais je crois qu'au final, c'est un mal pour un bien, parce que c'est vrai que Soudal Quick-Step avait peut-être oublié à certains moments de recruter des jeunes coureurs, et là, ça les a forcés à aller sur le marché des jeunes coureurs, pas forcément bien repérés, et on voit que Paul Magnier, aujourd'hui, il fait le super job. Moi, ce que j'ai bien aimé dans son sprint, bon, déjà, c'était un sprint qui a été compliqué au niveau du placement, parce il fallait être intelligent, il fallait réussir à prendre des décisions rapidement. Donc ça, j'ai déjà trouvé que c'était bien parce que c'est un sprint qui était vraiment pas évident. C'est pas un train linéaire qui l'a emmené jusqu'à l'arrivée. Même si la Quick Step était quand même, faisait partie des équipes qui étaient les plus en vue à l'avant du peloton, c'était pas du tout linéaire pour Paul Magnier. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que certes, certains vont dire Lamperti a fait du bon boulot, et ça, on est d'accord là-dessus. Lamperti a fait du bon boulot, il fait l'accélération au bon moment. Sauf que Paul Magnier, il doit bagarrer avec Dainese pour prendre la roue de Lamperti. C'est-à-dire que Dainese, il aurait bien voulu prendre la roue de Lamperti et il s'est pas laissé faire. Paul Magnier. Je rappelle, il a que 19 ans, Paul Magnier. Donc, il s'est pas du tout laissé faire. Il a mis le petit coup d'épaule. C'était chaud, même, un petit peu entre les deux. Mais il a laissé juste la place, pour moi, pour Dainese. C'est-à-dire que c'est à la limite, mais pour moi, ça passe parce qu'il laisse encore une place où Dainese pouvait encore passer. Il n'est pas contre les petits. Il y avait des petites bites comme ça en métal, mais il laisse quand même un espace pour pas mettre Dainese dans les bites en métal, ou que Dainese soit complètement obligé de freiner, mais il lui montre bien du coup d'épaule qu'il prendra pas la roue de Lamparty. Et ensuite, quand Lamparty lance à la sortie du virage, il lance au bon endroit, il fait un très beau sprint aussi Lamparty, il prend la troisième place, mais il a fait un très gros travail, et à ce moment-là, Paul Magnier, il fait la différence et il fait le job. Tout simplement, surtout que c'est un sprint en léger faux plat montant. Donc ça, c'est le genre de sprint qui convient bien à Magnier. J'étais même surpris parce que, comme les journalistes d'Eurosport, de voir que c'était pas Lamparty qui avait fait le sprint, c'était Magnier, parce que moi je pensais que c'était Lamparty. C'était plutôt comme ça, parce que Lamparty est un peu meilleur au sprint que Magnier. Et moi je m'étais dit, Magnier lance peut-être le sprint pour Lamparty. Puis ensuite, voilà. Magnier, il a sa place, mais je pense qu'ils ont dû considérer ce matin au briefing que c'était un sprint en faux plat montant qui correspondait peut-être plus aux qualités de Paul Magnier. Et puis après, tu sens que entre Lamparty et Magnier, il y a aussi l'avantage d'être sorti de Trinity, c'est-à-dire que ça fait déjà depuis quelques temps qu'ils collaborent ensemble, Magnier et Lamparty, mais là il a fait un super sprint, Paul Magnier, très costaud. Moi qui dis assez souvent que je le considère pas comme un pur sprinter, ça je le considère plus comme un puncher sprinter pour moi. Là il m'a montré un petit peu la différence, parce que battre Dainese, battre Vandenberg, c'est quand même du solide. Même si Dainese préfère les 3/6e semaines de grand tour, c'est quand même du costaud. Et non, il a fait un très bon sprint, même si pour moi, c'est quand même un profil qui se rapproche plus d'un Michael Matthews, parce que je trouve qu'il passe super bien les bosses Magnier. Ça, c'est ses qualités liées au VTT du côté de Paul Magnier, mais c'était une belle idée de le recruter du côté de Soudal. Eh bien, ça a été un bon choix et ça se confirme avec cette première victoire. Et j'espère que du côté de Paul Magnier, ça va lui donner la confiance pour la suite. Alors après, il ne faut pas de notre plus trop qui s'emballe. C'est que le trophée 16 Salines, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de coureurs qui n'étaient peut-être pas encore au top de leurs conditions physiques. Ça a quand même roulé fort aujourd'hui à 46. Mais ça veut dire que, bon, déjà, les jambes sont bonnes pour le début de saison. Je ne sais pas quelle sera la suite de son programme à Paul Magnier. Et surtout, ça veut dire que c'est un coureur qu'il faudra suivre pour la suite. Il fera le Tour de Man, le Circuit des Ardennes, Liège-Bastogne-Liège U23, le Tour de Bretagne cycliste, donc ça sera avec la réserve de la Soudal, et puis le Baby de Giroud également de prévu pour Paul Magnier, qui est déjà dans l'équipe 1 de la Soudal Quick-Step, mais qui sur ces épreuves-là repassera avec la réserve. Premier jour de course en World Tour, première victoire, c'est ce qu'on appelle un début réussi pour le français. Et puis saluons aussi le travail de Lampard, qui a fait un gros travail pour protéger les deux sprinters
dans le final. Donc très bon travail de Lampard. Deuxième, Dainese. Là, Dainese n'a pas eu un sprint facile, déjà parce que la Tudor était un petit peu en embuscade pendant toute la phase de préparation de ce sprint. On a rarement vu les casques de la Tudor, donc ça montre que leur train a rarement réussi à trouver l'ouverture. Pendant un petit moment, en fait, ils étaient bloqués, notamment par la Quick Step. Donc ils ne pouvaient pas sortir en fait à l'avant du peloton, ils étaient un peu bloqués pour vraiment déployer le train, donc ça c'était un peu compliqué. Après Dainese il fait le job, mais il n'a pas de poisson pilote Dainese dans le final, donc il manque un petit peu de monde, voilà, à Alberto Dainese, et puis après il se fait bien balader par Magnier. Magnier, il se fait balader un petit peu, et une fois qu'il est dans la roue, il sait qu'il a un peu perdu le sprint. Alors il revient fort sur la dernière partie de sprint, il revient sur un gros tempo, même Paul Dainese, mais bon, le souci c'est que derrière, il avait fait la différence. Coco, il avait réussi à trouver l'ouverture, que Dainese, lui, n'avait pas l'ouverture, et était un petit peu bloqué. Et à part si ça s'était mal passé entre Lamparty et Magnier, mais bon, ça s'est bien passé, donc ça a été compliqué. C'est vrai que je voulais regarder du côté de la Tudor. Ah, et pourtant, il y avait Meyerhofer et Camp, par exemple, pour emmener Dainese. C'est ça que j'ai trouvé très seul dans le final, alors qu'il y avait quand même du peuple pour l'emmener. On va voir où ils ont fini. Meyerhofer 50e. Et Alexander Camp, il finit à 4 minutes, donc il finit encore dans les derniers. Il n'est pas au top de sa forme, Camp, parce que hier il a abandonné. Aujourd'hui il fait 148. Bon, c'est pas excellent du côté d'Alexander Camp sur ses 2 premières courses de la saison. On va voir ce que ça va donner ensuite. C'est dommage parce que l'année dernière, il avait fait des bonnes courses, notamment sur le région Pays de la Loire Tour. Mais là, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Coureur qui est en fin de contrat, Alexander Camp, je ne sais plus si on l'avait dit sur la présentation de l'équipe Tudor, mais il est en fin de contrat en 2024. On poursuit avec un dernier coureur, très jeune coureur, il est dans la Lidl Trek Future, il est donc dans la réserve de la Lidl Trek qui fait ses courses en Espagne. Il a seulement 21 ans là aussi, mais c'est son deuxième sprint intéressant, c'est Tim Thorn Teutenberg. Aujourd'hui il fait 7, hier il avait fait 3, en sachant que du côté de la Lidl Trek on s'est un peu montré vers 7-8 km de l'arrivée. Mais sinon, c'est vrai qu'on a été aussi un petit peu discret du côté de la Lidl Trek Future, qui est la réserve de la Lidl Trek. C'est la première année de cette équipe, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de réserve à la Lidl Trek, où ils ont des coureurs, Axandre Van Petegem également à l'intérieur, Martin Pedersen qui est le frère de Mats, Matteo Milan qui est le frère de Jonathan Milan, également dans cette équipe. Et lui, ça fait partie des belles pépites dans cette formation. Et aujourd'hui, il a fait du très bon travail au sprint. C'est un coureur qui était chez Léopard en 2023. Qu'est-ce qu'il avait fait chez Léopard 13e de... Ah non, il était déjà chez Trek quand il avait fait 13e de la Sparkassen Mjøstarland Giro, 8e de 2 étapes de la Croatie et 4e d'une course. Coureur qui vient de la piste, il a fait l'élimination, mais il avait fait 3e d'une étape sur le Baby Giro, notamment l'année dernière. Deuxième du Ronde van Overijssel, vainqueur également de la Volksbank Giro de Tag chez les jeunes, et 26e du Samin, également en début de saison l'année dernière. Donc c'est un mec qui est intéressant dans ses résultats depuis quelques années. Parce qu'il avait fait 8e de la Triptyque des Monts et Châteaux, 9e de l'Olympias Tour, ça c'était en 2022 dans sa carrière, mais bon début de saison de la part de Teutenberg, donc on va voir ce que ça va donner. Ça peut peut-être faire partie des coureurs qui pourraient se retrouver dans l'équipe 1 assez vite, parce qu'il a un bon petit talent, et il a une sœur, Teutenberg, il a une sœur qui fait du cyclisme sur route, qui est chez Ceratizzi, mais qui était avant, que j'ai déjà vu en course, sa sœur Léaline Teutenberg. C'est pour ça que ça me disait quelque chose le nom. Et puis Lars Teutenberg, alors là le père ça ne dit pas grand chose. Il a été coureur dans des équipes allemandes, mais qui n'ont pas forcément eu un bon niveau.
Notamment, il est directeur sportif de la Canyon SRAM depuis 2022. Papa Tettenberg, et une tante qui, elle, a été concurrente chez Saturn, chez T-Mobile, chez Columbia, chez les filles, jusqu'en 2013, et qui est maintenant directrice sportive à la Lidl Trek, qui avait remporté notamment un titre de championne du monde du contre-la-montre par équipe, puis quelques bons résultats, notamment sur le Trophée d'Or. Voilà, vainqueur de pas mal de belles courses dans sa carrière, plutôt une sprinteuse. Ina Yoko Teutenberg, donc allemande, qui était donc la tante. Puis Sven Teutenberg, lui, c'était l'oncle. Donc Teutenberg, il y a une vraie dynastie. Lui, il a couru chez Bianchi, notamment en 2003. Il a couru chez Phonak. Il a connu également chez Vorarlberg dans sa carrière. Aussi. Bon, on regarde tout de suite des bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour du côté des Français, Arnaud Démare. Ça s'est absolument pas bien déroulé du côté de chez Arkea. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à retirer de ce sprint, de cette journée pour Arkea. Démare n'a pas pu défendre ses chances aujourd'hui. Je pense qu'il a même pas essayé dans le final de sprinter. Je sais pas combien de temps il finit, Démare. Il finit très loin, je crois, Arnaud. J'ai pas vérifié du côté d'Arkea. Il finit 29e, mais il a rien pu faire. C'est-à-dire que on n'était pas organisé. On n'était pas du tout organisé du côté de Arkea. Les rares moments où on les a vus, c'était assez loin de l'arrivée. Je pense qu'ils ont voulu prendre en main trop tôt la course. C'est-à-dire qu'ils font partie des équipes qui ont vachement roulé derrière les échappées. Et ça, c'était, je pense, pas l'idée du siècle pour se tester. Surtout que ça roulait déjà très vite, donc ils n'avaient peut-être pas besoin de mettre du monde à rouler. Et surtout, dans le final, il y avait très peu d'éléments pour Arnaud Démare dans les 10 derniers kilomètres. Ça, c'est déjà donc pas une bonne chose. Et je pense que c'est parce qu'il y avait pas mal de coureurs qui étaient plus en mesure de faire du boulot. Et surtout, c'était pas organisé, c'est-à-dire qu'il y avait un coureur d'un côté, deux coureurs de l'autre côté. Arnaud Démare, il a dit, moi j'ai sauté d'un train à un autre. Quand tu fais ça, tu consommes énormément d'énergie. Et puis s'il y a un mouvement comme il y a eu à 2 km de l'arrivée, tu peux pas t'en sortir à part miracle. Et il a sauté d'une roue à une autre. À un moment, il était derrière Christophe, par exemple. Sauf que Alexander Christophe aujourd'hui ça a été compliqué du côté du sprint, et Arnaud Démare en fait il se fait enfermer à 2 bornes et c'est fini à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à 2 km de l'arrivée il était plutôt côté droit de la route avec Uno X, avec Intermarché aussi qui était de ce côté-là. Et en fait il y a une vague à 2 km de l'arrivée qui les fait passer de droite à gauche. Et là, il a disparu complet. Et à l'approche du dernier kilomètre, il est déjà beaucoup trop loin pour pouvoir faire un résultat. Il est en dehors des 20 premiers. Alors qu'à un moment, à l'entrée du dernier kilomètre, il y avait un rond-point. Puis après, il y avait le virage à 400 mètres. Et au rond-point, il est déjà pas dans les 20 premiers. Donc c'était impossible de re-rentrer à ce moment-là. Et il perd la course à 2 bandes de l'arrivée. Enfin, il finit de perdre la course à 2 bandes de l'arrivée. Mais aujourd'hui, le train n'était pas en place. Manque de fraîcheur dans le final. Un sprinter qui est mal placé, qui ne peut pas montrer dans quel état physique il est pour le moment. Donc il n'y a pas grand chose à en tirer de cette journée, à part beaucoup de frustration, je pense, pour Arnaud Démare, et beaucoup de travail pour son équipe. C'est dommage parce qu'on avait emmené Albanese, Decker, Jente Biermans, Ovzian, avec Donovan Grodin et Florian Dauphin, qui est dans l'équipe 1 en ce moment, et pas dans la réserve, Florian Dauphin. C'est dommage parce qu'avec Albanese, Decker, Biermans, Ovzian, normalement ça aurait dû bien se passer. Et là, ça n'a pas marché comme il le souhaitait. Florian Dauphin, oui, qui fait toutes les courses Palma de Majorque avec l'équipe 1 et qui ensuite repassera avec l'équipe continentale. Vous avez la présentation de l'équipe Arkea Continentale sur la chaîne si vous le souhaitez. On continue avec Intermarché. Il y en avait un qui revenait après une suspension du côté d'Intermarché. C'était Gerben Tyson. Alors suspension qui était à cause
d'une idée complètement stupide. Je sais pas comment le qualifier, hein, vraiment. C'est indéfendable ce qu'il a fait. Enfin, voilà, tu peux pas le défendre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le mec, il a décidé de faire les yeux bridés. Déjà, bon, c'est complètement stupide, même s'il l'avait fait en Belgique. Mais en plus, il a fait ça en Asie. C'est-à-dire que tu renforces encore le côté débile une deuxième fois, qui voulait vraiment se faire péter la gueule. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire la dernière course de la saison. Voir le tour de l'année, c'était en Chine, du côté de Garben Tyson. Et donc là aujourd'hui, c'était la remise en route. Il y avait une belle équipe avec Hugo Page notamment et Adrien Petit pour l'emmener. Hugo Page qui avait fini 8e hier, là aujourd'hui ça s'est pas du tout passé comme il le souhaitait. Le train était en place, géré à 10 bornes de l'arrivée, c'était très très bien. Mais comme souvent en Intermarché, ils sont très bien à 10 bornes de l'arrivée. Ils étaient côté droit de la route. Et puis déjà à 5 bornes de l'arrivée, ils sont plus là. C'est-à-dire qu'ils disparaissent complets. Comme trop souvent en fait. Parce que moi quand je les ai vus à 10 bornes de l'arrivée, je me suis dit, voilà, comme d'habitude, ils sont devant trop tôt. Intermarché, ils ont un vrai problème de tactique et de stratégie sur les sprints. Alors j'ai vu que la Guilhermet a gagné en Australie, j'ai pas vu la course en Australie. Mais là je trouve qu'au niveau du timing c'était pas bon. Ils sont devant trop tôt, ils bouffent du vent. Regarde Quick-Step, ils se mettent devant bien plus tard et pourtant ils sont devant tôt, hein, Quick-Step. Là du côté d'Intermarché c'était beaucoup trop tôt sur un sprint comme ça, et en plus eux aussi à 2 km de l'arrivée ils disparaissent complets. Tyson finit 19e, Adrien Petit 65. Je suis même pas sûr qu'Adrien Petit ait eu un énorme impact sur la course de Garben Tyson. Adrien Petit qui revient d'une année 2023 qui a été sa pire saison dans sa carrière. Beaucoup de blessures, beaucoup de pépins physiques pour Adrien Petit, qui a dû courir 67 jours, mais qui a fait le Tour de France, mais il n'était jamais vraiment dans le coup, il l'avait dit. Et puis ça a été une année compliquée. Je crois que son meilleur résultat, c'est une 32e place sur une épreuve nationale belge. Sur une course pro, c'est le Trobro-Léon, il finit 38. Hein. Donc ça a vraiment été une année extrêmement compliquée pour le coureur de Arras. Donc il tente de se relancer en 2024. Lui qui devrait faire le Giro. C'est dans son programme, Adrien Petit. Mais là aujourd'hui, ça ne s'est pas passé du tout correctement pour le Calisien. Je pense qu'en plus, il n'a jamais dû faire le Giro, Adrien Petit. Et puis je termine avec Alexander Kristoff. Compliqué Alexander Kristoff aujourd'hui. Là aussi, le train de la Uno X. Alors ils étaient bien en place, Uno X. Dans le final, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt bien positionnés. Vous allez entendre le chat qui a décidé d'aller dans la litière, bien entendu, pour cette fin de vidéo. Mais du côté d'Alexander Kristoff, ça a été compliqué parce que le Norvégien, le train est en place. Le train est en place jusqu'à, je dirais, 6 bornes de l'arrivée, où là déjà, il y a un mouvement, il y a une vague, et ils sont un petit peu... ils se retrouvent en deuxième rideau à ce moment-là. Mais... à ce moment-là, ils sont en deuxième rideau. Quand on a la caméra d'hélicoptère, on voit où Arnaud démarre. Mais ils sont toujours bien en groupe. C'est-à-dire que certes, ils sont en deuxième rideau, mais la file du train est toujours bien en place. Tu as toujours les mecs qui sont bien alignés. Parce que des fois, tu te fais reprendre par une vague et le train n'est pas du tout aligné correctement. Donc là, ça devient un enfer et tu perds beaucoup de temps. Là, le train est encore aligné. Donc ensuite, vers 5 bornes de l'arrivée, je pense, 1,5 km après, il retrouve l'ouverture sur la droite et donc là il se retrouve en tête de peloton côté droit, et puis la Quick Step elle était plutôt côté gauche. Vous avez cette fameuse vague et là ils disparaissent un peu, il faut bien le dire, sur cette vague là. Bon, quand tu t'aperçois de tous les flops du jour, il y a un peu la même notion. La vague à 2 km de l'arrivée, elle a eu énormément de conséquences sur ce sprint. Et du côté d'Alexander Kristoff, là on n'a pas réussi à retrouver vraiment les bonnes roues et il se retrouve vraiment loin. Alors lui il a quand même décidé de faire le sprint, il prend la 10e place derrière David Mortin du côté de Polti Cometa. Mais comme il part de tellement loin dans le dernier kilomètre, même s'il remonte, il ne pourrait pas faire un miracle aujourd'hui. Donc c'est dommage pour Alexander Kristoff, parce que la Uno X avait fait plutôt un bon boulot jusque-là. Et dans le final, il en a manqué un petit peu. C'est triste pour Alexander Kristoff. Je vous rappelle juste pour finir la vidéo, le top 10.
de la course du jour. Vous pouvez retrouver les 70 premiers du classement dans la description de la vidéo si vous voulez savoir un petit peu qui est arrivé à quelle place. Il n'y a que les 70 premiers parce que c'est pour des raisons de place au niveau des descriptions YouTube. C'est limité à 5000 signes, donc c'est toujours un petit peu la bagarre. Et c'est pour ça que vous n'avez pas les points UCI, notamment c'est pour gagner des signes par rapport au tableau de Pro Cycling Stack. Mais donc Paul Magnier s'impose devant Dainese, Lamparty, Marine Vandenberg, Luca Colnaghi, Davide Cimolai du côté de la Movistar qui prend une 6e place. C'est vrai qu'hier on n'en avait pas parlé, mais la Movistar s'était un peu plantée en termes de stratégie, notamment dans le groupe de poursuite, dans le peloton, dans le petit peloton, ils n'ont pas suffisamment roulé, c'est pour ça que ça a été un petit peu la bagarre. On retrouve ensuite Tottenberg, Oldani 8e du côté de la Cofidis où c'était pas hyper bien organisé encore. Et puis David Martin et Alexander Christophe. On regarde demain, ça sera le Trofeo Serra Tramontana. Une course un petit peu plus compliquée, ce Trofeo Serra Tramontana. Je dirais qu'on repart un petit peu pour une course pour sprinter du côté de cette épreuve. Avec une épreuve où on a quand même 2430 mètres de dénivelé positif. C'est peut-être l'épreuve qui est la plus indécise. Parce que celle-là, bon, il y a quand même le col de Pugmayor qui est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, mais on arrive en descente. Donc des fois, c'est un coureur échappé qui s'impose. Kope Gusson avait gagné celle-là, notamment. Donc c'est une arrivée en descente qui est très technique dans le dernier kilomètre. Il y a pas mal de virages. On n'est pas loin de la mer aussi sur cette étape-là, surtout sur la dernière partie de course. Donc il faudra faire attention. Et puis ouais, on peut avoir des surprises. L'année dernière, donc c'était... alors ça m'a pas mis le résultat. Hop. L'année dernière, c'était pas le même parcours. Hein. On était autour de Loseta. Alors que cette année, on sera entre Selva et Luke. Donc c'est un parcours légèrement différent pour ce Trofeo Serra des Tramontana. Et au niveau des résultats, donc Kope Gusson s'était imposé devant Van den Velt, Van Wilder, c'était un triplé belge, Calmejean avait fait 4, McNulty 5, Hugh Carty 6, Martinelli 7, Tonelli 8, Almeida 9 et Harry Sweeney 10e de cette épreuve. Mais il y avait 2600 mètres de dénivelé positif, donc 150 mètres de plus en dénivelé positif et le parcours était assez différent. C'était un circuit autour de Lloseta qu'il fallait prendre... Enfin, c'était presque un circuit, parce qu'il y avait deux cols, mais enfin, c'était deux fois le même col qu'il fallait prendre. C'était donc voilà, le col de Sabatala, notamment, que l'on passait à deux reprises. Donc, c'était un petit parcours. Surtout, la course n'était pas très longue, hein. Elle faisait seulement 123 km, alors que cette année, ça sera 153,8. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao!